Bonsoir à tous et merci de passer votre soirée en notre compagnie sur BB24. 1h30 de partage d'infos et accès bien évidemment sur le développement. C'est ça le grand rendez-vous. Bienvenue à tous et suivez tout de suite la météo. Merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'est le grand rendez-vous et nous serons dans la vallée de l'Ouémé à travers bien sûr la rubrique Monde agricole. Oui, la vallée de l'Ouémé, la deuxième la plus riche au monde après bien sûr le Nil selon les scientifiques. Un potentiel moins exploité qui est pourtant propice à une agriculture durable. Rendez-vous sur Monde agricole pour donc en parler, messieurs et dames. Zéro paludisme dans le monde, c'est la vision autour de laquelle la communauté internationale appelle à l'engagement de tous. Nature et bien-être oriente cette fois-ci le débat sur une des couches les plus vulnérables. Il s'agit bien évidemment des enfants. Zéro paludisme chez les enfants donc. C'est sur Nature et bien-être de ce grand rendez-vous. Alors, Horizon Culture va donc interroger les compétitions littéraires au Bénin. Que deviennent en fait les lauréats et quelle vision doit vraiment accompagner bien sûr ces concours littéraires au Bénin. Réponse sur Horizon Culture dans un instant. Le grand rendez-vous profite bien sûr de la Fashion Revolution Day. C'était donc hier pour faire ressortir les indicateurs du style d'habillement à la béninoise. Oui, qu'est-ce qui fait d'un style d'habillement, bon, une mode béninoise? On va bien sûr sortir ces indicateurs dans un instant. Réponse du créateur de mode, il est l'expert de ce grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous va vous présenter également le journal à 19h45 exactement, avec à la présentation ce soir, vous la voyez déjà à l'écran, Nadège Sani, bonsoir. Bonsoir, Simugaba. Alors, on se retrouve tout à l'heure à 19h45, mais il y a quoi au menu de cette édition du journal? Merci à vous, Assiom. La femme enceinte est particulièrement vulnérable. Il faut donc qu'elle évite à tout prix le paludisme, une maladie qui augmente chez la femme en état le risque d'avortement spontané et de naissance prématurée. Avoir de bons produits ne suffit plus aux entreprises pour garantir les ventes. Les clients sont de nos jours exigeants et veulent aussi avoir une meilleure qualité de service. On parlera enfin de droits d'auteur. Les écrivains béninois
sont-ils en possession de leurs droits? Restez avec nous pour découvrir ces sujets à 19h45. D'accord, à 19h45, donc Nadège Sani, à tout à l'heure. Vous allez prendre vos souffles et puis nous allons vous retrouver à 19h45 pour le développement, bien sûr, de ces sujets annoncés. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On va ouvrir à présent, les différents plateaux. Oui, on y va culturellement, bien sûr, Horizon Culture. Bienvenue dans notre temple de culture sur le grand rendez-vous. Ce soir, nous allons questionner les concours littéraires au Bénin. C'est à quelle fin en réalité? Suivons d'abord ce reportage de Listegla sur les concours littéraires et on revient en parler en plateau. Quelle romancière est l'auteur de Riwan ou le chemin de sable ou encore du Baobab fou? C'est Ken Bougoul. La littérature béninoise est essentiellement d'expression française. Même s'il existe quelques ouvrages en langue béninoise très peu connus, la littérature béninoise a beaucoup évolué depuis les années 20. Autrefois réservée à une certaine catégorie d'érudits, elle ouvre désormais le champ à de jeunes auteurs grâce au concours littéraire. La mère du foyer n'était pas là. Ailleurs, loin, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire. La victoire de la vie. L'enfant naissait ce 21 juin 1998. C'était une fille. Et aujourd'hui, elle a 19 ans. Elle aime la littérature à mourir et est en deuxième année de journalisme. Et demain, elle veut conquérir le monde. Elle, c'est moi. Et moi, c'est André. Je prépare à Miss Littérature parce que j'adore la littérature en général et j'aime lire la littérature dans tous les domaines, que ce soit la littérature béninoise ou la littérature du monde. Nous avons organisé Miss Littérature parce que nous avons ressenti le besoin d'encourager les jeunes filles amoureuses de la lecture à persévérer dans cette lancée. Et nous avons également voulu inviter tous les autres jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, à mieux s'intéresser à la littérature. Le concept Plume Dorée est simple. Il s'agit d'aider les jeunes porteurs de projets, les jeunes écrivains à sortir leurs manuscrits des disques durs de leur tiroir et de mettre en avant les meilleurs porteurs de projets, de mettre en avant leurs projets. De telles initiatives sont bienvenues, d'autant plus qu'elles offrent aux participants un creuset pour se perfectionner. Au niveau de la détection, nous en avons fait par centaines. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des projets intéressants. Bon, d'autres, des projets qui sont moins intéressants, mais justement qui nécessitent un accompagnement, d'où la formation. Donc, que nous mettons en place doublement à travers des ateliers d'écriture et une résidence d'écriture. Les ateliers nous permettant de donner les rudiments à un nombre un peu plus large de porteurs de projets. Et à la suite des ateliers, nous en retenons 5 qui vont en résidence. Le concept de la résidence, il s'agit globalement de 15 à 21 jours d'internement en griffe où ils sont encadrés par des personnes plus avisées. C'est également l'occasion pour les plus doués de voir se concrétiser un début de carrière dans le monde de la littérature. Voilà donc comment se déroulent ces deux concours littéraires dont on a parlé bien sûr. Dans ce reportage, il s'agit bien sûr de Miss Littérature et pourquoi pas aussi de concours Plume Dorée. Et on revient en plateau pour parler de cette vision qui doit accompagner bien sûr ces concours littéraires au Bénin de façon générale. Et nous bénéficions bien sûr de l'aide de Anissé Meing-Betor qui est éditeur ce soir. Bonsoir. Bonsoir Action, bonsoir monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, c'est mieux. Hein. D'accord. Monsieur le journaliste. Voilà, ça va mieux. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Asio. Oui, c'est vous, la reine de la culture sur le grand rendez-vous désormais. Et là, ce soir, il est question bien sûr de parler des concours littéraires. Ben, qu'est-ce qu'on en tire en réalité? Vous avez si bien commencé à planter le décor. C'est ça en réalité, les concours, de plus en plus, on en trouve. Il y a des lauréats, mais quel est le suivi qui en est fait? Donc nous recevons
Anissé Meingbeto, qui en plus d'être éditeur a beaucoup travaillé sur les différents concours. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Je vais commencer d'abord par vous demander quels sont les principaux objectifs que visent ces concours littéraires. Alors, je vais commencer par faire une distinction entre les concours littéraires et les prix littéraires. Un concours littéraire, c'est un concours lancé dans l'objectif de récolter des manuscrits, c'est-à-dire on amène des amoureux, des lettres, des futurs écrivains à produire des tests et à soumettre à un jury, quitte à voir maintenant leur test être sélectionné et paraître dans un ouvrage collectif. Ce n'est pas la même chose que les prix littéraires qui sont déjà des concours organisés à l'endroit des ouvrages déjà édités. Voilà. Et donc, nous sommes ici dans le cadre plutôt de concours littéraires, et donc ces concours littéraires qui mettent en exergue de jeunes talents qui ne sont pas encore publiés et qui sont à la quête de leur première parution ou alors d'ateliers d'écriture comme c'est indiqué tout à l'heure, afin de pouvoir peaufiner leur plume pour être édité plus tard. Alors si je comprends bien, donc la vision de ces concours littéraires, en réalité, c'est d'amener bien sûr ceux-là qui veulent, qui sont amoureux bien sûr de la littérature, à pouvoir sortir leurs premières œuvres. Bien sûr, les objectifs, puisqu'elle a posé la question, sont nombreux. C'est d'abord ça, donc être en mesure, de produire un ouvrage, mais c'est d'abord, il y a le test à produire, mais il y a le style de l'auteur à peaufiner. Il y a aussi que il y a une sorte de spécialisation qu'on va peut-être faire de l'écrivain en herbe, puisque les concours peuvent être orientés dans plusieurs genres. On peut demander d'écrire un roman, on peut demander d'écrire un essai, on peut demander d'écrire du théâtre, de la poésie et ainsi de suite. Et donc, ces concours permettent aux écrivains en herbe de pouvoir se spécialiser et de savoir dans quel genre littéraire ils peuvent en réalité se spécialiser, se perfectionner afin de savoir quel genre utiliser pour pouvoir se distinguer des autres plus tard. D'accord. Donc, quand même, il y a eu beaucoup de concours déjà, comme vous avez dit. Oui. Quand vous suivez un peu, quand vous voyez un peu, est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que ces enfants, ces lauréats et ces participants arrivent à se retrouver comme vous l'espériez? Oui, bien, forcément, puisque vous voyez, quand on lance le concours, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de candidats inscrits, mais à la fin, il y a une sélection. Mais on a indiqué tout à l'heure, quand on fait l'atelier, il y a toujours le suivi, parce que l'atelier permet de peaufiner les styles des apprenants. Et donc, on en trouve, puisque les tests sont réunis et publiés, cela suscite forcément chez ces candidats, ces lauréats, l'ambition de pouvoir se retrouver dans l'écriture et de devenir des écrivains. Et beaucoup, en dehors des ouvrages collectifs qui ont vu paraître leurs tests lauréats, se sont spécialisés eux-mêmes et ont écrit des ouvrages autonomes. Et donc, on peut dire que l'objectif dans ce domaine-là est atteint. Oui, l'objectif est atteint dans ce domaine. Alors, vous avez parlé des prix, vous avez dit le prix le plus grand, normalement, ça devait être la sortie de leurs premières œuvres. C'est en fait ça la vision
la formation, la spécialisation, bien sûr, de ces écrivains en herbe. Mais on constate plutôt au niveau de ces concours-là, souvent, qu'il y a, par exemple, des prix comme moto qu'on offre aux enfants. Il y a, par exemple, c'est pas des enveloppes qu'on leur donne. C'est dans quelle vision, ça, tout ça? Bon, alors, donc il faut catégoriser. Hein. Vous avez bien sûr montré tout à l'heure le concours Miss Littérature qui a un objectif beaucoup plus spécifique, c'est déjà la promotion de la littérature au niveau de la femme. Parce que vous savez, notre société beaucoup plus phallocrate promeut beaucoup plus le genre masculin. Et donc l'objectif de Madame Toudoune, je pense, c'est beaucoup plus intéresser les jeunes filles et donc offrir moto, offrir une enveloppe, c'est bien. Mais quand vous parlez du concours Plume Dorée, le concours Plume Dorée concourt à sélectionner des manuscrits, à les étudier, à faire travailler, comme le DAL l'a dit tout à l'heure, les lauréats, afin que les tests proposés et retenus puissent être retravaillés sous la supervision. On vous comprend, mais pour moi, c'est que bon, c'est sous les motos et autres qu'on donne pourrait quand même servir. Pour les concours Plume Dorée, par exemple, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que les tests lauréats. Il y a les formations qui suivent après. Les tests lauréats se retrouvent dans un recueil et ils sont publiés déjà. Alors, en avez-vous déjà édité en matière de revues et c'est pas... Bien sûr, il y a des bien sûr. Et je vais peut-être prendre une autre casquette ici en tant que secrétaire général de l'Association des professeurs de français, où des concours sont organisés dans le cadre du mois de la francophonie en partenariat avec l'Institut français, où on réunit les jeunes collégiens et lycéens qui proposent des tests autour de 10 mots de la francophonie. Et à la fin, ils ont un atelier organisé pour et donc, après ces livres sortis, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça suffit pour être... pour devenir écrivain et tout? Ces livres sortent sous la forme d'ouvrages collectifs. Mais on retrouve parmi ces auteurs-là d'ouvrages collectifs des auteurs qui se distinguent des autres et proposent après des ouvrages autonomes. Et ce n'est que ça qu'on pourrait espérer en tout. Ce n'est pas l'argent qu'on donne pour le prix. L'objectif, c'est que les lauréats puissent devenir autonomes et proposer eux-mêmes des tests à éditer de façon autonome également. D'accord. Donc, vous avez dit que certains arrivent à s'en sortir, mais il y a d'autres qui lâchent en cours de chemin. Donc, on suppose que c'est peut-être le manque de volonté. Pas forcément. Vous savez, l'écriture, on ne force pas l'écriture. C'est une question de capacité et de volonté. On ne se lève pas aujourd'hui pour dire je vais écrire. Non, il y a une certaine culture qu'il faut avoir, culture de la lecture, parce que vous ne pouvez pas écrire si vous ne lisez pas les autres. Donc quand on a ces prérequis-là en soi, et qu'on participe à un concours et qu'on reçoit en plus une petite formation sous la supervision d'un expert, on arrive forcément à s'en sortir et à devenir autonome. Merci beaucoup, Monsieur Meng-Betor. On retient que l'objectif d'abord, c'est de les mettre en lumière et de les suivre après. Assio, merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Vraiment, c'était un plaisir. Le sujet est très intéressant aussi. Merci à vous, Monsieur Meng-Betor, d'être venu. Merci également à vous, Jennifer, d'avoir choisi le sujet. Oui, merci. À très, très bientôt. Dans notre temple de la culture. Exactement. Horizon Culture, c'est tout, mais le grand rendez-vous va continuer, chers téléspectateurs. Nous allons vous amener dans la vallée de l'Ouémé ce soir. Oui, nous sommes à présent dans la vallée de l'Ouémé. Il paraît que c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil selon les scientifiques, mais un potentiel qui n'est pas bien exploité, sinon au profit de l'économie béninoise. Alors, ce soir, nous allons vous donner
les raisons de croire que dans cet espace, c'est possible de faire de l'agriculture durable. Mais comment? Vous aurez la réponse dans un instant. Pour le moment, c'est Jérôme Humbo à travers son reportage qui nous amène visiter, bien sûr, cette vallée. Regardez. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé s'étend sur une superficie de près de 5000 km² et couvre 15 communes, réparties sur 3 départements, l'Ouémé, le Zou et l'Atlantique. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé a l'avantage que chaque année, il y a un processus naturel de renouvellement des nutriments, des minéraux au niveau donc de cet espace-là, du fait des processus de drainage, etc., d'inondation, et qui entretient de façon presque continue cette fertilité. Et l'autre élément, nous avons aujourd'hui fait des choix de mettre l'accent sur un certain nombre de cultures. Le riz, le maraîchage, le maïs. La basse moyenne vallée de l'Ouémé peut nous aider très vite à atteindre ces objectifs quand ce sera bien aménagé. Ici, le long du fleuve Ouémé, la terre est très fertile. Mais moins de 30% des plus de 70 000 hectares de terres cultivables sont exploités. Au sud du département du Zou, la commune de Ouenri jouit d'un atout particulier. Frontalière à Ouenri, la commune de Bonou dispose d'une vaste palmeraie. Avec environ 450 000 habitants, l'on y cultive le maïs, le manioc, les produits maraîchers, etc. mais à une faible échelle, faute de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé en République du Bénin, deuxième vallée plus riche après celle du Nil en Égypte, le secteur tertiaire est encore de type traditionnel, familial et confronté à des difficultés d'enclavement, d'approvisionnement en intrants et d'accès aux zones de production. Un défi que le gouvernement se propose de relever. Merci beaucoup à vous, Jérôme Humbo, pour cet élément. Revient en plateau avec le Dr Barnabé Moukonri, agro-environnementaliste, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. 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 Marcel Betoro. Assioum Gaba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez oui, je vais très bien aussi. On se retrouve ce soir dans la vallée de l'Ouémé avec beaucoup de questionnements aussi. Et la plus grande, c'est que tout le monde se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai que cette vallée est la deuxième la plus riche au monde? En tout cas, on est un spécialiste sur le plateau. Et oui, vous avez tout dit. La vallée de l'Ouémé, déjà reconnue très fertile, est une vallée quand même qui a beaucoup de richesses également, qui devait normalement intéresser beaucoup plus le monde agricole. Mais est-ce que cette vallée est réellement exploitée comme il le faut au Bénin? Docteur Moukonri va nous peut-être pas répondre à la question, mais Assioum a déjà posé une petite question. Est-ce vraiment la deuxième vallée en Afrique après la vallée du Nil? Merci Marshall, merci Assioum. Permettez-moi avant de répondre à cette question de souhaiter un joyeux anniversaire à Marshall. Il est en train de fêter son anniversaire. La nouvelle est sortie, hein? La nouvelle est sortie. Nous a eu, d'accord. Joyeux anniversaire à vous. Merci docteur. Elle vous invite, hein, vous pouvez venir chez les spectateurs à la télé. Le cadeau est là pour vous. D'accord. Joyeux anniversaire et que ça continue. Merci des beaucoup. Années et des années. Merci beaucoup. La vallée de l'Ouémé, deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. C'est ce qui se dit en réalité. Mais vous savez, en science, il n'y a pas d'affirmation sans source. Il n'y a aucun scientifique qui ait fait des études dans la vallée du Nil, mais qui soit revenu faire des études dans la vallée de l'Ouémé pour nous dire, en comparaison des deux études, on peut dire après ceci, c'est tel. Ça. Ou bien il a choisi quelques vallées en Afrique ou bien dans le monde, il fait des études et il revient. Les résultats nous prouvent que après le Nil, c'est la vallée de l'Ouémé qui est la plus riche. Il n'y a aucun scientifique sur ça. Mais qu'est-ce qui amène les gens à dire que c'est la deuxième Ce qui amène les gens à dire, nous avons un vaste delta qui nous permet de faire l'agriculture. C'est vrai qu'on parle de la vallée. Quand on regarde dans d'autres pays, ils ont des vallées qui ne sont pas aussi vastes que ça. Donc, le fait qu'il y ait d'étendue, qu'on ait de la superficie, peut amener des gens à dire, ah ben, c'est une source de richesse. Et c'est la deuxième après le Nil qui est bien vaste. Mais sur le plan pédologique, aucune étude scientifique n'existe pour dire, après le Nil, c'est la vallée de l'Ouémé. Alors, c'est retenu. Ils peuvent dire donc que c'est la deuxième la plus grande en matière d'espace. Encore que là aussi,
Et il faut avoir de retenue. En tout cas, on peut dire que c'est une vallée. C'est une vallée. D'accord. C'est une riche vallée. Il y a une vallée qui a des potentialités. Alors, on va connaître davantage cette vallée-là. En matière de caractéristiques de la vallée de Lomé, qu'est-ce qu'on peut retenir? En matière de caractéristiques de la vallée de Lomé, je crois la question est un peu ouverte. Donc, la réponse que je vais donner sera aussi une réponse ouverte qui peut ne pas être celle que d'autres personnes, d'autres scientifiques qui me regardent pensent. Pour le téléspectateur qui veut comprendre simplement les caractéristiques de la vallée de Lomé. Qu'est-ce qu'on appelle vallée de Lomé? C'est une étendue mise en place par le fleuve Ouémé. Le fleuve Ouémé part de la chaîne de l'Atakoa et descend vers le sud Bénin. Il traverse le cristallin, ce qu'on appelle le socle cristallin. Et dans le cristallin, on parle de l'Ouémé supérieur. Et lorsqu'il vient dans le sédimentaire commence à la latitude de Dan jusqu'au sud Bénin. Nous sommes sur le socle sédimentaire. Sur le sédimentaire, on parle de la vallée de Lomé. Parce qu'il y a un vaste delta qui a mis en place une zone inondable où l'eau peut venir charrier des éléments nutritifs et renforce la fertilité de cette vallée au fil des années. En réalité, ce qui caractérise cette vallée, ce qui fait qu'on peut dire que c'est une vallée riche, en réalité, vous voyez, on n'a pas besoin d'engrais pour faire la culture dans cette zone. Wow. Pourquoi? Le sol est tellement riche. Le sol est riche. Le sol est riche. Aussi, là, il faut avoir des bémols. En science, il y a des choses qu'on ne dit pas. Un sol est riche pour une spéculation et peut être pauvre pour une autre spéculation. Ça, c'est vrai. Mais en général, on peut dire que nous avons des sols riches, en général. En général, il faut aller voir spécifiquement ce qui correspond, les exigences édaphiques de chaque spéculation qu'on veut pratiquer sur cet espace-là, pour dire c'est riche ou bien ce n'est pas riche. Je disais que ce qui fait la force de cette vallée, les eaux qui partent du nord Bénin vers le sud, à travers le cours d'eau Lomé, charrient des éléments nutritifs. Vous savez, quand l'eau passe quelque part, même si c'est la roche la plus dure, la plus résistante, et que l'eau passe dessus, le fait que ce soit exposé, l'exposition rend la roche vulnérable. Donc, l'eau, en passant, enlève toujours des petites particules. L'eau charrie bien des éléments nutritifs qui sont à la surface. Vous savez, quand on prend le sol, il y a la partie minérale qui contient plus de matière organique. Donc, ces matières organiques sont charriées par cette eau qui part du nord Bénin et cette eau les déverse dans le delta lors des crues. Donc, ces éléments nutritifs-là. Oui, ces éléments nutritifs sont déversés dans le delta de Lomé lors des crues annuelles. Donc, ce sont les crues annuelles qui constituent le facteur essentiel de la fertilité des sols de la vallée de Lomé. Alors, vous êtes dans votre monde, vous êtes géographe, je rappelle, spécialiste. J'ai fait une thèse sur la vallée de Lomé. Oui, donc si on doit parler environnement, je suis sûre que vous serez vraiment, mais on parle agriculture. Que représente la vallée de Lomé dans le secteur ou bien dans le système agricole béninois? La vallée de Lomé devrait être une source, une potentialité à exploiter à fond pour faire de l'agriculture. Moi, par exemple, dans ma thèse de doctorat... de l'agriculture durable. Oui, bien sûr, de l'agriculture durable. Dans ma thèse de doctorat, je suis allé chercher quels sont les facteurs qui font que l'agriculture, dans cette partie de notre pays, que tout le monde estime riche, pourquoi l'agriculture ne prospère pas? Pourquoi les paysans continuent d'être des personnes à charge au lieu de renflouer les caisses de l'État à travers ces sols riches? C'était quoi la réponse? La réponse, elle est multiple, elle n'est pas une seule réponse. Il y a plusieurs facteurs qui influencent l'agriculture dans cette partie. Vous voyez, nous sommes dans une zone où nous assistons à des crues annuelles. Vous savez que les paysans aussi font de l'agriculture de contre-saison, l'agriculture de décrue en réalité. Lorsque la crue se retire, on utilise l'espace occupé par les eaux qui ont fertilisé cet espace pour produire et ça donne de bons rendements. Après, s'il n'y a pas pluie, c'est un problème. S'il n'y a pas crue, par exemple, en 2013, dans cette vallée de Lomé, il n'y a pas eu de crue. Et en 2013, il n'y a pas eu de culture de décrue, par exemple, dans cette partie. Or, c'est de ça que les gens vivent. Donc, c'est un manque à gagner pour les paysans. L'autre facteur, vous voyez, les crues ont aujourd'hui une tendance qu'on ne maîtrise plus. Il y a une première crue qui vient dans le mois de juillet. Vous savez, le mois de juillet est un mois arrosé au sud du Bénin. Et la seule saison pluvieuse du nord commence du mois de mai jusqu'à
en 6 mois. Donc, au même moment où les eaux coulent du nord vers le sud, il y a également de l'eau au sud du Bénin. Déjà. Donc, c'est des sols hydromorphes, généralement dans la vallée. C'est des sols hydromorphes, des sols qui ont de l'argile. Et quand il y a de l'argile dans un sol, ce sol ne retient pas assez d'eau. La capacité de rétention en eau diminue. Donc, quand il y a une quantité d'eau sur ce sol, le surplus surnage. Lorsque le surplus surnage, l'eau est paresseuse. Elle dort là où elle trouve de place. Donc, ça va vers les populations et pour les embêter en griffe, parce qu'elle vient envahir tout votre espace. Et ça peut détruire bien des spéculations. Parce que dans le mois de juillet, il y a encore des spéculations qui sont au champ. Et quand ça vient en juillet, certains ont tendance, parce qu'on ne sait plus exactement, avec le phénomène des changements climatiques, on ne sait pas exactement si c'est la crue qui s'installe déjà ou bien c'est une crue précoce. Et on arrive à avoir désormais des crues précoces dans la vallée. Et ça vient en juillet, quelques jours après, ça disparaît, l'eau s'infiltre totalement dans le sol. Et c'est peut-être vers le mois de septembre que la vraie crue Vous avez tellement d'informations que je suis tentée de vous demander si vous avez des solutions pour permettre quand même aux agriculteurs, aux producteurs de bénéficier davantage de la vallée de l'Ouémé. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une solution magique, mais ce que nous comprenons de tout ce qui est fait, ou bien de tout ce qui a été fait dans cette partie, nous avons compris que le problème essentiel pour les agriculteurs dans cette partie, c'est la maîtrise de l'eau. Comment faire pour que cette eau qui vient à un moment donné et qui nous chasse de nos champs et qui nous empêche de faire l'agriculture, comment l'embrigader pour qu'en son temps, lorsqu'elle va nous dire qu'elle ne sera plus là, nous allons dire, nous t'avons embrigadé ici et nous allons te prendre pour faire notre agriculture. Mais ça ne peut pas être le fait d'un seul agriculteur. Ça doit être quelque chose de collectif. Une politique générale. Oui, ça doit être une politique générale. Et vous savez que nous sommes plus dans le Tchedjanabi ici. Et chacun s'occupe de ma parcelle. La question est tellement vaste qu'on ne pourra pas finir, je pense, en ce seul plateau. Donc, je vais peut-être vous demander de revenir, de faire la promesse aux téléspectateurs que vous serez là encore lundi, peut-être pour approfondir davantage les approches de solutions pour mieux valoriser cette vallée de l'Ouémé qui quand même représente une très grande richesse pour le secteur agricole. Promesse? Possible, mais si vous avez encore un peu de temps, je voudrais parler des perspectives. C'est ça le problème, la question c'est le temps et c'est vraiment terminé. En 10 secondes. En 10 secondes. Il a la police. Il y a un projet Dogo Bis où on veut installer un projet d'électrification sur le fleuve Ouémé. Dès que c'est fait, la basse vallée perd sa valeur. On va fournir de l'électricité, mais la basse vallée n'existera plus. Mais on verra tout ça lundi. On verra tout ça lundi. C'est promis. Merci. Allez, merci beaucoup d'être là. Allez, on va continuer, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons retrouver le créateur de mode, Éric Wanou. Avec lui, nous allons parler, nous allons présenter les indicateurs. Ce qui prouve en réalité qu'on est habillé béninois. C'est quoi? Est-ce que c'est le tissu? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que ce sont les couleurs? C'est quoi en réalité? C'est l'expert de ce grand rendez-vous. La rubrique expert démarre déjà avec vous, chers téléspectateurs. Il est donc question avec bien sûr Éric Wanou, voilà, que vous voyez donc s'installer tranquillement sur le plateau du grand rendez-vous. Bonsoir Éric. Bonsoir Assioum. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, c'est un plaisir de célébrer avec vous, chers téléspectateurs, la Fashion Revolution Day. C'était hier. Aujourd'hui, sur le plateau, on vous reçoit pour qu'on puisse présenter aux téléspectateurs ce qui matérialise la façon de s'habiller béninoise de s'habiller, ça qui s'habiller à la béninoise. Oui. C'est quoi en réalité? Mais en fait, le vêtement se caractérise par la matière, les couleurs et les formes. Matière, couleur, forme. D'accord. Voilà. On verra donc les matières qui caractérisent le style béninois. C'est plus compliqué, en fait, c'est très compliqué sur les matières. Sur les formes, c'est déjà plus facile à distinguer.
Alors, le style béninois, la base que tout le monde s'accorde à reconnaître pour le vêtement béninois, c'est le bomba. Ah. Voilà, donc c'est une tunique qui n'a pas de col. Le col est un accessoire européen qui n'a pas de col, qui a des manches, qui est plus ou moins structuré en fonction de la mode de la saison. Et qui est plus ou moins long ou plus ou moins ample selon les moments. Voilà. Donc, s'habiller béninois, c'est d'abord l'absence de col et c'est la coupe carrée d'une tunique en manche courte ou en manche longue. Est-ce que c'est une mode? Bon, parce qu'on a à l'écran là, déjà, on a vu tout à l'heure monsieur habillé en tenue brodée, voilà, on l'a vu tout à l'heure, Oui. ça va revenir. Mais Oui. est-ce que déjà, on peut dire voilà, que s'habiller comme ça, sans col, c'est déjà béninois? C'est béninois, c'est pas loin de nous. C'est pas loin de nous. Voilà, je dis c'est pas loin du béninois parce que cette broderie rappelle des cousins à nous qui sont un peu plus haut vers le Sahel. Les Mandingues. Les Mandingues. Voilà. La broderie. La broderie fait penser au Mali, à certains groupes du Mali et du Sénégal. Ok. Oui. Mais... Parce que nous, ici, nous pratiquons de la broderie aussi, mais certainement avec moins de volume. Il y aura moins de surface brodée. Parce que ça peut rappeler aussi le Nigeria, les Yoruba. Oui, à Porto Novo aussi. Oui, le Yoruba de Porto Novo est moins brodé que le Yoruba du Nigeria. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Donc, si je comprends bien, premier indicateur, c'est des tenues sans col. Pas de col. Comme ce que nous avons mis. Absolument. Et donc, col, ça respire... col, c'est Yovo, c'est Europe. C'est-à-dire de manière formelle. En fait, c'est un accessoire qu'on a inventé pour fermer le cou, pour empêcher que l'air ne pénètre sous le vêtement et attaque les poumons. Voilà. Et donc, ça n'a jamais fait partie de notre vie. C'est venu avec le colon. Ok. Voilà, donc pas de col, et puis c'est coupé carré, et puis ça a des manches. Donc, la base en matière de forme d'habillement, c'est le bomba, tenue sans col, tunique sans col, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on rencontre plusieurs variantes du bomba aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours en train de s'habiller béninois? Oui, c'est-à-dire que la mode, c'est quand même du métissage. Parce que c'est du renouvellement continu. C'est la même chose demain, mais différent de hier. Vous comprenez? Donc, bomba, quoi, nos grands-parents en portaient, nos parents en ont porté, nous allons porter, nos enfants portent, et on espère que nos petits-enfants continueront de porter ça. Mais pendant ce temps, la mode n'est pas la même tout le temps. À une époque, je ne sais pas, dans les années 80, la mode était ample. Donc, bomba était ample. Dans l'époque où nous sommes, la mode est plus ajustée. Le bomba s'ajuste. Parce que c'est pas parce que c'est à nous que c'est isolé des tendances mondiales. Le bomba s'ajuste. Toujours dans les années 80, les pantalons étaient plutôt amples. Le pantalon du bomba était ample. Aujourd'hui, les pantalons se resserrent, le pantalon du bomba se resserre. Et un peu plus court, un peu plus... Voilà. Le bomba, notre base vestimentaire, s'adapte aux tendances et au temps, à l'ère du temps, pour ainsi dire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, par exemple, on pourra dire que ça a cessé d'être béninois à partir du moment où on a posé un col dessus. Parce que le col est étranger. Et le col change la fonction même du vêtement. Il change complètement l'allure et il change la fonction du vêtement. Et donc, dès qu'un col a été posé, ce n'est plus de chez nous, par exemple. Ok. Et donc, comme ce que vous avez là, on peut dire que c'est inspiré du bomba? Oui, on peut dire ça. Et aujourd'hui, on constate, bon,
quand le col est là, c'est vrai, beaucoup parlent de col Mao et tout le reste. Ça, c'est du côté masculin. On vient de parler du bomba, du côté masculin. La femme aussi a son bomba. Oui, aujourd'hui. tout à fait. Oui. Mais vous connaissez les dames aujourd'hui, ça s'habille beaucoup plus occidental. C'est pas souvent c'est des cols, façons et tout le reste. Est-ce que les mêmes indicateurs sont respectés au niveau, bien sûr, de l'habillement femme au Bénin, en tant que Béninois? Disons, l'habillement féminin, oui, partout, sous tous les cieux, est beaucoup moins codifié que l'habillement masculin. C'est un domaine où il y a beaucoup plus de fantaisie, où la fantaisie prime. Les femmes choisissent leurs vêtements d'abord sur la base de la fantaisie. La fonctionnalité, le confort arrive après. Et donc, il y a beaucoup plus de souplesse. Et de ce côté-là, bon, le col, hein, c'est la même chose. Vraiment, ça n'a rien à faire chez nous. Tout ce qui porte un col ou un foulard qui est noué près du cou, c'est pas béninois. Non, c'est pas béninois. Après, plus ou moins ample, plus ou moins serré en fonction des saisons, tout à fait. Mais notre coutume n'a jamais prévu vraiment des manches très travaillées sur les vêtements féminins. Ah. Oui. Et donc, dès que la manche va être ajustée, commence à être sophistiquée. Sophistiquée, là. Oui, c'est-à-dire, le large, c'est nous. Mais dès que ça s'ajuste, dès que c'est ouvragé, est-ce qu'on a l'écran là? C'est sophistiqué. Là. Oui, c'est déjà plus nous, ça. Ce n'est plus nous? Non. Ça, c'est une robe, si je ne me trompe. Oui. Elle est taillée près du corps. Près du corps. C'est-à-dire qu'elle est structurée. Et la structure est des zones tempérées. Le vêtement structuré avec des pinces, avec des galbes, tout ça, c'est européen. OK. Voilà. Notre vêtement à nous est dans les volants, dans les drapés. Le drap, OK. Voilà. Et la manche, sur cette zone, déjà c'est près du corps de la dame, c'est pas nous. Et en plus, le volant rajouté, c'est trop d'ouvrage déjà. Aussi. Et ce que nous avons là aussi, c'est occidental aussi, ou bien c'est un peu plus proche de nous? C'est un peu plus proche, parce qu'il y a moins de structure. Il y a juste la ceinture à la taille. Qui est un accessoire occidental. Voilà. C'est comme je vous disais, tout se mélange beaucoup. Et en fait, c'est des seuils. Le seuil à partir duquel on peut dire c'est passé de l'autre côté. De l'autre côté. C'est un peu ténu et puis ça varie. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui la tenue précédente, alors, la robe là, va passer pour une tenue africaine parce que c'est dans un tissu imprimé avec beaucoup de couleurs. J'allais même parler bien sûr de la matière. Alors on va utiliser la minute qui nous reste pour parler des couleurs. Ok. Les couleurs, quelles sont les couleurs qui caractérisent la façon de s'habiller à la béninoise? Alors c'est tout ce qui est vif. Tout ce qui est vif, hein? Oui, des couleurs vives. Nous vivons au soleil, nous portons des couleurs qui répondent à la lumière du soleil. Ok. À l'exception du rouge, qui est une couleur qui est parfois codée chez nous, dont on dit que c'est pour ceci ou pour cela, et du noir, qui quand même continue d'être considéré comme la couleur du deuil, la couleur des veuves. En dehors de ça, toutes les couleurs sont autorisées. Et il n'y a même pas les sectionnements comme où en Europe on considère que le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. Non, ça n'existe pas chez nous. Un monsieur peut porter du fuchsia, il peut porter du rose très tendre. Tant qu'il est en costume traditionnel, ça fonctionne. Mais dès qu'il va porter une chemise un peu trop rose ou un pantalon on va penser que ça, c'est pour les femmes. Rose, on va se demander comment il dort. Mais quand c'est du bomba, par exemple, il peut mettre n'importe quelle couleur. Il peut porter n'importe quelle couleur. Voilà. Toutes les couleurs sont autorisées pour tout le monde, tant que c'est vif et que c'est gai et surtout multicolore.
c'est pas trop notre coutume, le vêtement d'une seule couleur. Ça, c'est européen, c'est anglo-saxon. Merci beaucoup à vous, Eric Mwanou, d'avoir accepté répondre bien sûr à nos questions sur le sujet, parce que beaucoup se posent vraiment la question de savoir est-ce que la mode béninoise, est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a un style propre aux Béninois. On a compris qu'il y a des indicateurs pour dire vraiment ça là c'est inspiré du Bénin, ça vient du Bénin, c'est sans col, c'est pas trop brodé, c'est pas trop travaillé au niveau de la manche, et on peut dire aussi que c'est pas unicolore aussi. Tout à fait, là ta synthèse est fin sur 20. Merci à vous. Il est l'heure du journal. Elle nous attend, Nadège Soni, dans la rédaction de BB24. Il est 19h45 exactement. On y va. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le paludisme pendant la grossesse présente de nombreux risques pour la femme et le fœtus. Il peut être la cause de nombreuses complications, voire un accouchement prématuré. Les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existant en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à satisfaire à cette exigence? On en parle dans cette édition. Les auteurs d'essais littéraires étaient à l'honneur le 23 avril dernier. C'est une célébration qui vise à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Les écrivains béninois entrent-ils en possession de leurs droits? La réponse dans un instant. Et on démarre cette édition par la santé. Se préserver du paludisme doit être une préoccupation pour la femme enceinte. Sa santé et celle de son enfant en dépendent. Elles sont nombreuses à l'ignorer, mais le paludisme peut coûter la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. De l'avis d'un gynécologue, le paludisme peut entraîner chez la femme enceinte plusieurs conséquences. Edwige Agosso, Estelle Pazot. Le paludisme et la grossesse ne font pas bon ménage. L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique. Cela donne la fièvre le plus souvent et rien que l'effet mécanique de la fièvre peut provoquer l'arrêt de la grossesse. C'est-à-dire que le fœtus ou l'embryon va mourir au sein de la mère. Donc la grossesse est ainsi détruite si on s'exprime en termes vulgaires. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'elle a le palud, elle perdrait systématiquement la grossesse, mais c'est le risque majeur. Ensuite, c'est qu'il y a plein d'autres conséquences. Il se peut que, à cause du paludisme, le fœtus ne se développe pas correctement. Donc, à la naissance, le poids de l'enfant sera petit. Il se pourrait aussi que l'enfant, à la naissance, hérite des parasites et fasse le paludisme à la naissance, ce qui peut lui être fatal. Le paludisme pendant la grossesse peut également provoquer un accouchement prématuré. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 25 millions de femmes tombent enceintes chaque année en Afrique tropicale. 6 millions sont atteintes de paludisme et 10 000 en décèdent. Pour minimiser les risques, les médecins ont pensé au traitement présomptif intermittent. On leur donne un traitement à base de comprimés d'un antipaludéen. On leur donne systématiquement un traitement quand la grossesse a 3 mois et 1 semaine et un deuxième traitement au moins 1 mois après. Donc on peut donner 3 traitements lorsque la femme est faible, entre griffes, c'est-à-dire qu'elle a une maladie surajoutée, comme par exemple elle a le VIH, on lui donnera 3 possibilités de traitement présomptif au lieu de 2. Mais au-delà, la femme enceinte doit être active en matière de prévention, à commencer par la lutte contre le vecteur du paludisme. Cela passe par l'utilisation des moustiquaires imprégnés, de pulvérisation d'insecticides dans les maisons comme dans les broussailles environnantes, le traitement des eaux stagnantes, l'éviction de poches d'eau stagnante. Donc les poubelles, il faut les fermer,
les vieux canaris, il faut les jeter. Tout ça, donc, fait partie des soins ordinaires que l'on peut prendre. Les enfants et surtout les femmes enceintes demeurent les couches les plus vulnérables à protéger contre le paludisme. À cette fin, l'OMS invite les États où le mal sévit à renforcer les systèmes de santé et à mieux diffuser les moyens de lutte existants. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de services sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyens de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel, parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. C'était donc un reportage de Fulgencia Rontondi. Du droit des consommateurs, on passe au droit d'auteur. Le 23 avril est une date symbolique pour la littérature universelle. Cette date a été retenue par la communauté internationale pour célébrer le livre et le droit d'auteur. L'objectif est de promouvoir le plaisir de lire. Tout comme l'artiste, l'écrivain doit pouvoir jouir du fruit de son travail. L'écrivain béninois est-il pris en compte quand on parle de droit d'auteur? Florent Kouaouzoti en parle au micro de Samson Thiomo et Amandine Anyamboussou. Lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes écrivain, eh bien, généralement on vous demande qu'est-ce que vous faites en plus. Parce qu'il n'est pas évident que vous puissiez jouir de manière totale, de manière effective, des droits qui sont liés à ces activités-là. Les écrivains ne sont pas des salariés, c'est à partir de leurs prestations qu'ils sont rémunérés. Et cette rémunération-là subit un certain nombre d'aléas. Par exemple, un éditeur peut vous dire que vous n'avez pas suffisamment vendu de livres. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? On peut vous appeler pour faire un atelier d'écriture et à la fin, on vous dit non, mais il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment
de gens inscrits. Donc il faut encadrer tout cela. Il faut faire en sorte que l'écrivain puisse percevoir de manière juste les rémunérations qui sont liées à son activité. Il y a des mécanismes qui permettent de suivre un peu le comportement d'un livre sur le marché. On peut souscrire à des mutuelles, faire en sorte que ce qu'on écrit soit surveillé, mais ça existe énormément de dépenses et d'investissements intellectuels que la seule structure qui puisse le faire, c'est encore une fois le BIBEDRA. En Tanzanie, les acteurs du sous-secteur horticole envisagent de conquérir le marché chinois de l'avocat. D'après la directrice générale de l'association horticole tanzanienne, ce penchant pour la Chine s'explique par le récent développement des importations du pays asiatique. En effet, la Chine a importé en 2017 plus de 32 000 tonnes d'avocats pour une valeur de 105 millions de dollars, soit environ 52 milliards de francs CFA. Pour la Tanzanie, ce potentiel pourrait permettre de diversifier les débouchés au-delà du marché européen où la concurrence provient des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Pérou. Rappelons que la Tanzanie est le 4e exportateur africain derrière le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc. Un fonds d'aide aux personnes atteintes d'albinisme a été créé au Gabon. Il vise à améliorer leurs conditions de vie. Reportage. La création de ce fonds d'aide aux personnes atteintes de l'albinisme répond à l'appel à agir lancé par les autorités gabonaises, traduit en acte ici par le mouvement des entrepreneurs engagés Wabuna. Il permettra à terme d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Ce fonds servira, je dirais, à l'association du docteur et il sera géré par votre association en collaboration avec notre mouvement pour que l'argent que nous allons récolter puisse réellement servir à la cause que nous avons choisi défendre. Donc aujourd'hui, le fonds va être lancé et nous allons faire un appel national à des organismes internationaux, à des associations, à des partis s'ils veulent. Ce que je dis, être gabonais, ce n'est pas être dans un parti politique ou une association. Être gabonais, c'est se battre pour les problèmes des Gabonais. Faisant face à des problèmes de santé, notamment ceux relatifs à leur peau sensible, les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette initiative et appellent à l'adhésion d'autres compatriotes victimes de cette pathologie. J'ai en ce jour un sentiment de satisfaction, je suis vraiment en joie. Je suis content et ce geste noble me touche vraiment. Cette voix-là interpelle tous les albinos qui sont encore cachés dans les maisons. Je les appelle à venir aux consultations. Pour son lancement, un chèque de 2 millions de francs CFA a été mis à la disposition de l'Association pour le bien-être des personnes albinos. Cette somme servira, avec d'autres contributions, à la mise en place des campagnes de sensibilisation, de dépistage et de traitement des pathologies qui touchent cette composante. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Très bonne soirée chez vous, chers téléspectateurs. On est presque à la fin également de cette édition du Grand Rendez-vous. On va jeter juste un coup de regard sur le tableau météo avant de partir.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis, mais avant de partir, nous vous présentons toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué de nature et bien-être ce soir, mesdames et messieurs. Oui, le docteur Uriel Dassondo a eu une urgence à l'hôpital, donc il est parti régler. Et la télé étant une question également d'heure et de ponctualité, mesdames et messieurs, on ne va pas vous faire perdre de temps, mais toujours restez avec nous puisque le meilleur reste à venir. Tout à l'heure à 21h, suivez le forum du jour sur BB24. Bonne soirée chez vous. Demain 19h, retrouvez l'équipe du Grand Rendez-vous.